apporté cette année au Bénin, notamment avec d'autres entreprises, outre les entreprises béninoises qui seront primées, mais vous avez décidé également de décerner la palme à certaines entreprises. Exactement. Ecofinance, comme le dit dans le thème du gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Bénin et de l'espace UEMOA, va primer certaines entreprises au-delà du Bénin, d'autres entreprises qui viendront du Togo, du Bénin et d'autres pays de la sous-région pour essayer d'être primées le jour du gala des 100 entreprises les plus dynamiques, le 10 novembre à Cotonou. D'accord. Allez, on prend donc le rendez-vous pour le 10 novembre. C'est pas très loin, c'est déjà samedi prochain. Ça sera d'ailleurs en direct sur l'ORTB. Sur la 2STV. Sur la 2STV et sur d'autres chaînes de la sous-région aussi. D'accord. Oui. Merci beaucoup, Raphaël. Merci, je vous en prie. Adianako. Merci. Portez-vous bien. Et Merci. puis, bon gala. Merci. Allez, il est déjà 7 h, c'est l'heure du bulletin. C'est une présentation de Awa Sherif. Il est 7 h partout au Bénin, c'est l'heure donc du bulletin d'information, une présentation de Awa Sherif qui est déjà en place. Bonjour Awa. Bonjour Ricardo, bonjour Serge, amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue. C'est le bulletin d'information. Le président du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COS-LEPI s'est rendu hier à la direction générale de la police républicaine. Il est allé voir les fausses cartes LEPI saisies auprès des faussaires appréhendés la semaine dernière. On fait le point avec Ghislain Pogé. Le COS-LEPI à la police républicaine. Le président du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, à la tête d'une délégation de l'institution, s'est rendu à la direction générale de la police républicaine. Je salue cette démarche qui témoigne de votre souci de voir le processus électoral se dérouler sans embâche. Un processus électoral sans embâche, c'est d'abord des élections sans suspicion de fraude et sans irrégularité. Mais l'information a circulé. La police républicaine a mis la main sur de fausses cartes LEPI et a appréhendé les faussaires. Janvier Yawedeo et sa suite sont allés constater la qualité des dites cartes. Nous pouvons vous confirmer aujourd'hui qu'il s'agit bel et bien de cartes falsifiées. Les cartes LEPI contiennent des informations avec des codes spéciaux qui nous permettent d'identifier déjà aux yeux des techniciens s'il s'agit d'une carte vraie ou fausse. Et même en regardant ces cartes, on voit que c'est une carte qui a été scannée et multipliée. Donc ça n'a rien à voir avec de véritables cartes électorales. De fausses cartes électorales fabriquées dans le dessein d'arnaquer et de soutirer des fonds à des particuliers. Aucune idée de préparation de fraude électorale derrière l'initiative. Janvier Yawedeo et les techniciens du COS-LEPI le confirment. Des fausses cartes en circulation, c'est à des fins non électoralistes, c'est à des fins d'escroquerie. Donc ça n'a rien à voir avec le COS-LEPI, ça n'a rien à voir avec la politique et donc on rassure le peuple, la rigueur sera appliquée aux fraudeurs ou aux falsificateurs, aux malfrats. Donc il n'y a aucun souci d'un point de vue politique. Donc je voudrais rassurer l'opinion publique à ce sujet. Le président du COS-LEPI profite de l'occasion pour attester de la fiabilité du dispositif en place en matière de processus électoral. Je voudrais également rassurer l'opinion publique nationale et internationale pour dire que même un détenteur de plusieurs cartes ne peut voter qu'une seule fois. Parce que ce qui fait foi, c'est la liste électorale. Et la liste électorale est en super grande sécurité. Parce que lorsque vous allez à un bureau de vote pour voter avec votre carte, un citoyen ne peut être présent que dans un centre de vote. Et lorsque vous vous présentez avec votre carte, on vérifie d'abord si votre nom y est. La carte LEPI n'est qu'un élément qui vient confirmer qu'il s'agit de vous et vous votez. C'est-à-dire que les Béninois arrêtent aussi de se prêter à ce jeu. Qu'on dise, un grand ministre vous a appelé pour dire que venez, on va vous prendre de l'argent pour vous délivrer de ci, pour faire ça. Il faut éviter, c'est la solution de facilité qui amène nos concitoyens également à se laisser aller facilement, le fait de vouloir avoir de l'argent facilement. Je voudrais inviter quand même les citoyens à se montrer vigilants. Cette visite des membres du COS-LEPI à la direction générale de la police républicaine vient dissiper toutes les inquiétudes que suscite la découverte de ces cartes. Elles ne peuvent pas servir à voter. La liste électorale permanente informatisée ne le permet pas. Rumeur soulevée, rumeur vite dissipée.
L'autre volet de l'actualité à présent, la lenteur qu'accuse la réalisation des travaux sur l'axe Révier-Calavi-Kouta préoccupe la Direction générale des infrastructures. En visite la semaine dernière sur le chantier, Jacques Ayadji était déçu et a annoncé à son cabinet et a convoqué à son cabinet l'entreprise Ebomaf. La dite séance a eu lieu hier et de nouveaux engagements ont été pris au terme de la séance. On fait le point avec Ricardo Leitpico. Il faut qu'on se voie au ministère pour remettre les choses sur le chemin. Une semaine après sa descente sur le chantier Révier-Calavi-Kouta, Jacques Ayadji a rencontré les responsables au plus haut niveau de l'entreprise Ebomaf. La lenteur qu'accusent les travaux sur cette voie était au cœur des échanges. Au bout de quelques heures d'explication, de nouveaux engagements sont pris. Les engagements qui ont été pris pour transmettre certains documents au 15 novembre pour la majeure partie et au 30 novembre pour ce qui concerne les études pour les 2 ponts. L'entreprise ferait tout pour respecter cet engagement. Je le confirme à nouveau devant vous et devant les médias. Nous avions retenu quelques axes importants d'action à exécuter avant le 15 novembre prochain, à savoir la mise en place d'un encadrement d'exécution avec un directeur des travaux. Nous avons aussi, sur vos instructions, retenu qu'il faut un planning détaillé d'exécution des travaux qui serait décliné même en planning hebdomadaire et journalier en vue d'avoir une bonne lecture d'avancement des travaux. Il est retenu également que l'entreprise ferait des efforts pour un suivi beaucoup plus régulier des approvisionnements. Le directeur général des infrastructures reste rigoureux sur la qualité du travail. Un point doit être fait au quotidien par l'entreprise à la mission de contrôle, a indiqué Jacques Ayadji. Je souhaite que les engagements pris ici, surtout par l'entreprise, soient respectés afin que nous puissions nous donner la main pour finir ces travaux-là, qui sont des travaux très importants pour le gouvernement, pour son chef et pour les populations d'Abomey-Calavi et environ. Abomey-Calavi qui est aujourd'hui la commune la plus peuplée du Bénin. La DGI exige, pendant la période de turbulence, un compte rendu quotidien. Il faut que tous les soirs, à la fermeture du chantier, le chef de mission puisse nous envoyer un petit rapport pour dire ce que l'entreprise a réalisé dans la journée, appuyé du planning journalier du lendemain. Et dans le point de chaque jour, il faut nous dire si les prévisions ont été respectées. Et si ça n'a pas été respecté, qu'est-ce qui a été la cause et qu'est-ce qui est prévu pour résorber cela le lendemain. Nous allons faire cela jusqu'à ce que le chantier atteigne son rythme de croisière. C'est un chantier auquel tient le président de la République, pour qui le bien-être des populations d'Abomey-Calavi constitue une priorité. Contre vents et marées, la construction de ce axe sera effective, a rassuré le directeur général des infrastructures. Et on parle politique à présent avec le meeting d'explication de différentes actions du gouvernement aux populations du plateau d'Abomey. C'était au stade Omnisport d'Abomey. Fortuné Noati, aux côtés d'autres acteurs politiques, ont passé en revue les actions en cours dans le cadre du programme d'action du gouvernement. William Aguiar pour le reportage. Mobilisation grandeur nature ici au stade Omnisport d'Abomey. Des populations venues de partout s'informer des réalisations du gouvernement de Patrice Talon. Une cure de désintoxication, disent ici les organisateurs. Nous allons prier Dieu qui nous accorde la vie pour les jours à venir, pour les semaines à venir. Et ceux qui sont dans l'ombre, ceux qui sèment du trouble,
Ceux qui discutent par réseaux sociaux, mais qui refusent de voir les réalités sur le terrain, nous allons les confondre. C'est pour bientôt. Le ton est donné. Tour à tour, des thématiques sont abordées, parfois en langue locale, pour faciliter les échanges. Il y a quelques producteurs agricoles qui font notre fierté, mais le grand nombre végète encore dans la paysannerie qui ne permet pas de valoriser l'homme qui travaille la terre. Le président Talon dit, si un honnête citoyen se met au travail, si c'est le travail de la terre qu'il a choisi, on doit lui donner les chances de survivre et de préparer sa sécurité sociale. Le programme H, Assurance pour un renforcement du capital humain, s'inscrit dans cette philosophie, aussi bien pour l'agriculture que pour d'autres secteurs du développement. Dans quelques semaines, vous entendrez à la radio, à la télévision, qu'il y a la création de l'Agence pour la protection sociale. Cette agence est un salut pour le peuple béninois, parce que les populations pourront bénéficier de certains dividendes du développement de ce pays. C'est ça la prospérité partagée, la véritable prospérité partagée. Ce n'est pas celle qui consiste à permettre à quelques individus de se partager les retours du développement, mais c'est permettre à tous les dignes filles et dignes fils de ce pays de profiter du développement du pays. Et que dire des secteurs de l'énergie, de l'eau et de la sécurité? Je pense que les Béninois n'ont pas encore oublié. En 2015, les délestages. Novembre à fin mars, tout le pays est plongé dans les délestages de plusieurs heures, voire même une journée. Mais comme c'est réglé déjà, on a oublié. Nous sommes en novembre. Il n'y a pas encore eu un jour de délestage. Nous serons en mars, il n'y aura pas un jour de délestage. Car dans le programme d'action du gouvernement, avant la fin du premier semestre 2019, le Bénin va accéder à l'autosuffisance énergétique. Nous allons produire par nous-mêmes l'énergie dont nous avons besoin pour nos industries, l'énergie que nous avons besoin pour les petites transformations et l'énergie que nous avons besoin dans nos ménages pour la conservation. C'est ça, une action de développement. Et il faut s'en imprégner pour savoir ce qui se fait. L'eau, j'espère que les gens ne sont pas aveugles ici. Quand on voit les gros tuyaux là, venir de Zogodomé en direction d'Abomey, continuant sur Djidja, moi je n'ai plus rien à dire. L'eau égale la vie. C'est comme ça qu'il faut interpréter l'action de développement du gouvernement du Patrice Talon. Et puis, il y a une réforme majeure. Je parle maintenant de la sécurité. La sécurité a conduit une réforme majeure avec la fusion de l'Est-Police nationale avec l'Est-Gendarmerie nationale pour donner naissance à la police républicaine. Du coup, ce n'est pas une addition d'effectifs, mais c'est une multiplication dans l'efficacité. Le résultat aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus de braquage. Nous n'avons presque plus de braquage. Et ce pays, pour sa paix, pour sa sécurité, sidère tous les investisseurs étrangers. Et ils viennent vraiment. Concernant la question de la vie chère, l'hôte des populations d'Abomey se défend. Ceux qui disent que ça va mal dans le pays, c'est parce que ce qui se fait aujourd'hui va contre les intérêts, va contre la corruption, va contre toute autre pratique néfaste à l'essor économique de ce pays. Aujourd'hui, si déjà vous avez 100 francs, vous savez que vous avez 100 francs gagnés à la sueur de votre front. Vous programmez dessus. Le Bénin a déjà eu son rendez-vous avec le développement. En 69 avec Zissou. On a dit, Zissou, on n'a pas compris son action. Nous avons arrêté le mouvement. En 72, la Romain est venu, a dit, nous allons assainir, nous allons nous développer. Quelques mois après, on arrête. 91, le président Soglo vient. On dit pavé, Benadoua. Et on arrête. Et voilà que nous sommes encore devant un rendez-vous de l'histoire. J'espère que le peuple béninois va passer sans chance. Et nous n'allons pas encore rater ce rendez-vous
du développement. Le Bénin est parti pour aller très loin maintenant. Chère population, au nom du président de la République, nous prenons donc acte de votre engagement et dès ce soir même, nous lui rendrons compte de votre engagement à le soutenir, à d'abord comprendre son action et à le soutenir. Vous savez, lorsque le programme d'action du gouvernement a été publié, le ministre Noati et moi, nous étions venus ici vous expliquer le contenu de ce programme. Peut-être beaucoup n'avaient pas cru. Aujourd'hui, tout le département du Zou est en chantier. Le Zou est en chantier, les autres départements aussi. Face à la vague d'intoxication, se dresse désormais une muraille d'éclaircie qui fera jaillir la lumière sur les actions du gouvernement, promettent les organisateurs. Ainsi se referme ce bulletin d'information. On se retrouve tout à l'heure pour la revue des titres. On se retrouve tout à l'heure pour la revue des titres, n'est-ce pas Serge? Et nous voilà donc de retour juste après le bulletin. Elle reste en place, bien sûr, pour la revue des titres des quotidiens qui sont parus. Retenez que tout à l'heure, au forum de discussion, nous vous l'avons dit, c'est une date spéciale aujourd'hui pour des gens spéciaux, pour des acteurs spéciaux de la chaîne du livre. C'est la journée internationale de l'écrivain africain que nous célébrons par ici. Nous allons mettre en lumière toute la filière, reparler de ce qui se passe justement sur cette filière, un peu méconnue et peut-être même maltraitée par les acteurs qui devraient en prendre véritablement soin. Lisons d'abord la une des journaux et puis on se retrouvera après pour le forum de discussion. On démarre avec le quotidien de service public. Awa. On démarre avec La Nation qui titre en manchette ce matin « Mesures d'accompagnement pour le projet Arche, des cartes d'identité gratuites aux plus pauvres », nous apprend le journal. Un autre titre à retrouver à la une de ce journal, enseignement supérieur, des écoles privées suspendues, fermées et autorisées. Une information à lire absolument dans les colonnes du journal La Nation. Un autre titre également à la une de ce journal, affaire fraude douanière, violence et voies de fait, 6 ans de prison pour Mohamed Attao Renouho, titre le journal. On passe à un autre quotidien. On va voir l'actualité qui nous parle de l'amélioration du climat des affaires au Bénin et écrit que le président Talon impulse la dynamique à travers la loi de finances gestion 2019. Il y a donc une bonne nouvelle pour les micro et petites entreprises. On va voir autre chose, oui. Bénin intelligent à présent.
Bénin intelligent à présent, lutte contre la pauvreté, Talon lance les chantiers de l'Arche. Et puis un autre titre également à la une de ce journal, 13e session de l'Assemblée générale de l'EAK, le marché régional de l'électricité sur les rails, nous apprend le Bénin intelligent ce matin. L'événement précis à présent, le journal L'événement précis, 6 ans de prison ferme et 3 milliards d'amende pour Atao Renro dans l'affaire fraude douanière. La justice condamne un député de la mouvance, écrit le journal L'événement précis. Et puis cette information, 10 grandes décisions pour le bloc républicain. C'est le journal L'événement qui l'écrit. Quelles sont ces 10 décisions? Découvrons cela dans les colonnes du journal. Et puis, après les propos tenus par le président Talon à la conférence G20 Afrique, Nicéphore Soglo lance à nouveau un appel à l'union et au dialogue. C'est L'événement précis qui l'écrit. Un autre journal à présent, Le Matinal. Production des cartes d'identité biométrique en janvier, 350 000 indigents au démarrage de l'Arche. Titre le journal Le Matinal. Et puis mobilisation des investissements norvégiens, oui, c'est bien cela. Talon s'envole pour Oslo. Voilà. Allez-y, Serge, la lumière. Ça, la lumière. Oui. Ça, c'est lumière. Jamais vu. C'est certainement nouveau, je ne connaissais pas. Oui. Le journal parle du congrès extraordinaire du parti Éveil du peuple pour la démocratie et mouvements affiliés, le PD. Et ces mouvements affiliés disent officiellement oui au bloc progressiste. Voilà. Nord-Sud quotidien à présent. Oui, Ricardo, allez-y, Nord-Sud quotidien. Nord-Sud quotidien, amélioration du climat des affaires, 400 000 à 150 000. Évidemment, la taxe professionnelle synthétique, la TPS, est revue à la baisse, écrit le journal. Alors, quels sont les enjeux économiques d'une telle mesure? C'est à lire dans les colonnes du journal. Et puis, pour les législatives, Nord-Sud quotidien nous annonce qu'Atao Renro est désormais hors course. Nouvelle expression à présent, fourniture de l'énergie électrique, les coupures intempestives désormais conjuguées au passé sous Talon. Une information que nous rapporte Nouvelle expression. Et puis développement à la base, Luc Atropo est un excellent gestionnaire, admet Olivier Net. C'est une information à lire absolument à la une du journal et puis dans les colonnes de ce journal. Serge, vous êtes d'accord avec Olivier, n'est-ce pas? Certainement. Certainement. Ouais. On passe à autre chose. La presse du jour qui revient sur la réunion des comités organisationnels des sociétés d'électricité des pays de la CEDEAO, la SBEE et le WAP pour l'amélioration du marché régional, écrit le journal. Examen du budget de l'État gestion 2019, ce que les syndicats ont dit à la commission budgétaire. C'est à retrouver, bien sûr, dans la presse du jour de ce matin. On va finir avec l'économiste à présent. L'économiste investissement au Bénin, Biochane et l'AFD échangent avec les privés sur les opportunités. Et puis célébration des 60 ans de la Béninoise, une organisation réussie pour la Sobibra, titre l'économiste. C'est fini. Voilà. C'est terminé. On se retrouve demain, c'est ça? Oui, demain. Ouais, d'accord, demain. Merci, à demain. Demain, vous passez une excellente journée. Hein. Vous savez, on est bien sûr aujourd'hui le 7 novembre. C'est la journée de l'écrivain africain. Je sais que vous lisez beaucoup aussi et que vous ne pourriez rester en dehors des livres. Merci. Bien sûr, surtout que c'est une femme que vous allez recevoir tout à l'heure. Pas qu'une femme. Voilà. Bon. Il y en a une dans le lot. Voilà. Bien sûr. Merci. Allez, merci beaucoup, Awa. On vous rappelle la question du jour pour vous. Quelle politique faut-il mettre en place pour permettre aux acteurs de la filière du livre de bénéficier de leurs œuvres? Laissez-nous vos messages, vos commentaires nous intéressent. Interagissez avec nous
sur Facebook, sur Twitter ou par WhatsApp en utilisant le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Faites le débat avec nous où que vous soyez. On marque une courte pause, le temps d'installer nos invités pour le forum de discussion. À tout de suite. Pour moi, le droit à la santé, c'est encourager les hommes à faire le dépistage du VIH. Pour moi, le droit à la santé, c'est donner à tout enfant la chance de naître sans sida. Pour moi, le droit à la santé, c'est promouvoir les droits des personnes vivant avec le VIH. Se moye minatron wa itengberupo ewe gbaviru peno gonu beneto oton soro tenumi walo dagbe emi duna zan bo beneto betra inuko gandie jo amo mi ton eye sunfan bo doji gandi la ipon e fi lameno dagbe yo ndudu abinu sisof note temeteme e do o khadele gesilo tobito be fie. Merci de votre fidélité à l'ORTB. Une bonne question que l'on a envie de se poser aujourd'hui. Comment se porte le livre au Bénin? Faut-il penser que le secteur, il est en agonie, à l'agonie? Faut-il penser que la filière est en crise? En tout cas, mis à part le dynamisme des créateurs que l'on peut saluer et les exploits titanesques des éditeurs et des libraires, plusieurs maillons de la chaîne aujourd'hui souffrent. Il ne faut pas se le cacher. Que faut-il faire? Quelle thérapie faut-il appliquer pour réussir à replacer la filière du livre au cœur même de l'économie, au cœur du système éducatif béninois, au cœur tout simplement de la culture? Ce sont là des questions que nous allons explorer en ce 7 novembre, journée spéciale pour l'écrivain africain, avec des acteurs du livre que nous avons invités sur notre plateau. Ils sont nombreux, ils ne sont pas des moindres. Dieudonné Yamankou, bonjour, vous êtes éditeur libraire, c'est un plaisir de vous recevoir, bonjour. Bonjour. Juste en face de Ce qu'on n'a peut-être pas rajouté, c'est qu'il est écrivain aussi. Écrivain, absolument. Il y a plein de livres par ici. Vous êtes sur toute la chaîne. Sur toute la chaîne. Oui, depuis maintenant un peu plus de 20 ans. Un peu plus de 20 ans. Waouh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Juste en face de vous, une dame, Judith Bernice Adivillon, écrivaine. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Et puis, Abalokokou Medagbe, vous êtes écrivain, très jeune écrivain. Bonjour. Bonjour Loïc. Vous allez bien? Très bien. J'ai envie de demander à celui-là qui porte plusieurs casquettes aujourd'hui, éditeur, libraire, écrivain, comment se porte le livre au Bénin? Il ne se porte pas très bien, le livre au Bénin. Le livre au Bénin a besoin d'un public, donc il a besoin de lecteurs, il a besoin de beaucoup de lecteurs. Il a besoin d'écrivains, il y en a, on en a même de qualité, mais il a besoin d'encore plus d'écrivains. Et puis, il a besoin d'éditeurs. Il y a des éditeurs professionnels, mais il en faudra encore plus, parce qu'ils ont besoin d'avoir plus de moyens pour être de vrais professionnels au service des auteurs. Et puis, le livre a besoin aussi d'être présent partout au Bénin, pas seulement à travers les bibliothèques, parce qu'au Bénin, on ne forme que les bibliothécaires, mais le livre a besoin d'être dans les librairies. Or, au Bénin, on ne forme pas les libraires. Il faut qu'ils partent ailleurs pour être formés. On en a très peu. Donc, le livre a besoin d'être présent sur tous ces espaces-là. Et donc, il est important, j'ai entendu l'expression filière du livre, oui. Il est important vraiment que nos autorités investissent massivement dans ce secteur-là pour que le livre soit à la portée de tous, que les Béninois lisent.
Je vous repose la même question. Vous pensez que le livre ou la filière du livre, elle va mal, cette filière? Tout à fait. Elle va mal, comme l'a dit le doyen. Elle va mal, mais depuis quelques mois, je dirais, ça tend à prendre parce que beaucoup d'acteurs, beaucoup d'écrivains, surtout d'écrivaines, par exemple Carmen Toudonou, fait beaucoup pour cette filière-là. Elle est vraiment active dans ce sens et nous constatons que timidement ça prend. Quelques actions qui se noient quand même dans ce, je dirais, dans ce tableau qui est peint aujourd'hui à Balokokou Merabé. Oui, merci beaucoup. Cher ami, avant de répondre à votre question, permettez-moi de rendre un vibrant hommage aux mères et aux pères de la littérature africaine. Ceux-là qui nous ont donné envie d'écrire. Vraiment, je leur rends hommage ici. Et je dirais que, moi je suis par essence optimiste. Je ne dirais pas que le secteur ou bien la filière est en agonie, mais nous avons des problèmes. Il y a des problèmes d'abord existentiels et des problèmes environnementaux. Donc, pour qu'il y ait livre, il faut quelqu'un pour l'écrire. Donc, celui qui écrit le livre, je dirais l'auteur ou l'écrivain, d'abord a des difficultés. Et cela rejaillit sur la suite. Donc, la filière du livre, ça va mal, ça ne va pas. Je crois que les acteurs se battent à tous les niveaux pour essayer de sortir la tête de l'eau. Que ce soit, vous savez, un livre, enfin, pour qu'un livre paraisse, c'est toute une étape, il y a plusieurs étapes. Et à chaque étape, il y a toujours des couacs. Donc, ce n'est pas facile du tout. Et je passe par là pour vraiment encourager tous les acteurs du livre, écrivains, éditeurs, libraires, correcteurs, et j'en passe. Voilà. Il faut juste préciser que le directeur des arts et du livre, Kofi Atede, est attendu sur ce plateau. On m'a d'ailleurs annoncé qu'il est déjà dans la maison. Il va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Lui qui portera la voix de l'officiel aujourd'hui pour défendre cette filière qu'il a toujours adulée, qu'il continue d'ailleurs d'adouber un peu partout. Lui qui a été également, lui qui a fabriqué beaucoup de générations de plumes émergentes. Alors, il me plaît quand même de demander à M. Yamakou, qui est doyen sur ce plateau, que s'est-il passé pour qu'on en arrive là, ou bien la filière du livre, elle a toujours été inexistante? En fait, notre pays, bon, tout le monde sait, s'est fait appeler, oui, quartier latin. Donc notre pays, disons, ces dernières décennies, si on prend la période, prenons même le début du XXe siècle, sous la période coloniale, on a eu des intellectuels, on a eu des écrivains comme Tuvalu Kwenu, d'autres noms m'échappent, voilà, Hazuma, Kuchoro, il y a un autre dont le nom m'échappe, que j'aurais bien voulu citer, voilà. Et puis, bien sûr, les décennies qui ont suivi, on a eu aussi de grands écrivains. Mais le pays est arrivé à produire des intellectuels, des auteurs, des écrivains, mais n'est pas arrivé à mettre en place de vraies structures pour développer le secteur du livre. La preuve, c'est que dans un secteur aussi simple, pour que le livre soit accessible, il faut que le livre soit vendu, il faut qu'il y ait des librairies. Et donc, on ne forme pas. On n'a pas de filière métier du livre dans le système éducatif béninois. Vous voyez? Donc, ça veut dire que les pouvoirs publics n'ont pas pris la mesure de cette filière, l'importance de professionnaliser le secteur. Et donc, ça, c'est depuis très longtemps. Voilà. Maintenant, ce qui est très important aussi à dire, c'est que ce secteur-là, il ne peut pas vivre seul. Le livre, vous avez parlé justement, vous avez dit la filière aussi au cœur du système éducatif, bien sûr, bien sûr. Parce que si nous avons des élèves, des étudiants, donc tout un système scolaire, universitaire et autres, mais qui produit des élèves, des étudiants, des cadres
à qui on n'a pas réussi à inculquer l'amour du livre, l'amour de la lecture, ben, nous allons à la dérive. Nous allons à la dérive. Et nous sommes un pays où des Béninois n'hésitent pas à vous dire « moi, je n'aime pas lire. Moi, je ne lis pas. Moi, je n'achète pas les livres. » Vous voyez, ils n'ont pas honte de le dire. Comment expliquer cela? Il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. L'amour du livre, l'envie de lire, la promotion de la lecture. Pourtant, justement, il faut quand même signaler qu'on avait, bon, la dénomination a changé, M. Kofi Atede nous en parlera plus en détail. On avait une direction de la promotion du livre, de la lecture. Donc ça veut dire qu'au niveau des pouvoirs publics, on pensait à l'importance de la lecture, de la promotion de la lecture. Mais on n'a pas réussi dans ce domaine. Pourquoi? Parce que depuis l'école maternelle, l'école primaire, il faut donner le goût de la lecture aux enfants. Et là, c'est un échec total, puisque plus des 2/3 de nos enfants qui sortent du système primaire, ils ne savent pas lire, ou ils lisent très mal. Donc il y a un échec déjà à ce niveau-là. Donc si les enfants qui finissent le CM2, qui vont en 6e, plus de l'écrasante majorité ne sait pas lire et écrire correctement, où est-ce que nous allons? Finalement, c'est 1% de la population qui va savoir lire, qui va aimer lire. C'est dans cela que nous sommes. Donc il est important que... une chose importante, que les pouvoirs publics sachent qu'on ne peut pas investir des dizaines de milliards de francs CFA chaque année dans le système éducatif, finalement à perte. Pourquoi? Parce que si ce système éducatif n'est pas en mesure de produire de futurs citoyens qui savent lire, qui savent écrire et qui aiment lire, qui aiment écrire. Parce que nous voulons faire du Bénin, ça c'est dans le projet du gouvernement, le quartier numérique de l'Afrique. Mais le quartier numérique de l'Afrique, pour y arriver, il faut des gens pour écrire. Nous n'allons pas installer des infrastructures de la technologie numérique pour diffuser la connaissance écrite et produite par les autres, ailleurs, hors du Bénin. Ouais. Ça ne sert à rien, vous voyez. D'accord. Alors, Kokou Medagbe, le livre, dit-on, c'est un miroir hein, que l'on promène, c'est pas moi qui l'ai dit, ça vous le savez, que l'on promène le long de la route. Est-ce qu'aujourd'hui, vos histoires que vous racontez dans vos livres, elles tiennent de quoi? Elles viennent d'où? Qu'est-ce qui vous les inspire? Et merci beaucoup pour la question. Je crois que pour être écrivain, on ne devient pas écrivain parce qu'on a envie d'être de l'être. On devient écrivain parce qu'on en a reçu la mission. Je crois que c'est ça. Et l'écrivain est dans la société. Il est comme un vecteur. Il est le canal par lequel passe le créateur pour diffuser des messages, pour enseigner, pour éduquer. Et donc, l'écrivain s'inscrit dans ce canevas, je dirais. Et en ce qui me concerne, vu que je suis dans la société et que je vois un peu comment se passent les choses, alors ma sensibilité m'amène à écrire. Et bien entendu, on est inspiré par tout ce qui se passe tout autour de nous. Et voilà, et je dirais, les muses nous envoient vers nos plumes pour écrire. Et nous avons aussi cette faculté, sinon cette adresse de pouvoir intéresser celui qui lit. Parce que c'est ça aussi. Il ne faut pas écrire pour écrire. On écrit parce qu'on en a reçu vraiment les qualités pour le faire. On en a reçu, je dirais, les armes nécessaires pour le faire. Et quand on vous lit, on doit vraiment s'y plaire. Je crois que c'est ça, parce qu'il y a toute une pédagogie qui entoure la chose pour amener celui qui prend le livre à vous suivre, sinon à vous lire du début jusqu'à la fin. D'accord. Parce qu'il y a des ouvrages qu'on prend dès le début, la première, deuxième page, et puis on arrête. Non, on n'a plus envie de continuer. On n'a plus envie de continuer. Okay. Alors que vous avez un message à passer, ce que vous dites peut-être intéressant, mais la manière de le dire pose problème et on s'arrête à la deuxième page ou même à la première page, alors que vous avez écrit pour être lu. Ouais. Est-ce que ceux qui, aujourd'hui, on a entendu le professeur Yamakou le dire, est-ce que ceux qui ont aujourd'hui peut-être un dégoût pour la lecture, peut-être parce qu'ils ne se retrouvent pas dans les écrits, alors ils ne veulent pas continuer de lire, ou bien pour vous, qu'est-ce qu'il se passe en réalité, Bernice?
Merci. Je dirais, je vais prendre deux expressions du doyen. Il a parlé de la filière métier du livre. Il a parlé de l'amour de la lecture. J'ajouterai la promotion de la lecture. Il y a tous ces facteurs qui sont en jeu aujourd'hui. Et du coup, il y a l'Internet aussi, qui fait que nous, jeunes aujourd'hui, on s'intéresse pas trop à la lecture. On se dit, bon, dès qu'on a besoin de quelque chose, on va sur Internet et de façon ponctuelle et prompte, on l'a. Et ça s'arrête là. On n'a pas besoin ou même envie d'aller s'acheter un livre. On se dit peut-être que c'est un gaspillage de sommes. On préfère investir ça dans autre chose, alors que c'est très important. Donc je crois que tous ces facteurs Mais est-ce que quelque part, Judith, ça ne dépend pas aussi de ce qui est écrit par l'écrivain ou le créateur. Est-ce que ça ne dépend pas de la première matière qu'il met à disposition? Pas forcément, parce qu'il y a de bons produits aujourd'hui sur le marché. Il faut d'abord avoir envie d'aller vers, avant de découvrir ce que l'auteur a écrit dans le livre. Alors, quand on n'a pas envie... Où est-ce que le problème se situe? Est-ce que c'est au niveau du créateur, vous dites non? Est-ce que c'est au niveau de la promotion du livre? Ou c'est à quel niveau concrètement? Tout à fait, c'est au niveau de la promotion et de celui-là même qui doit lire, l'amour de la lecture. Personnellement, déjà à la maison, j'ai un père enseignant, il faut lire, il faut lire, il faut lire. Donc quand on vous l'inculque, c'est que vous avez déjà dès le bas âge un certain amour pour le livre et donc pour la lecture. D'accord. Donc tous ces facteurs sont en jeu. D'accord. Il faut... 30 secondes, et puis on va passer à... Moi, je dirais que c'est un tout. Ça dépend enfin, d'abord, le problème est à la base, et ensuite, celui qui écrit, et voilà, c'est un ensemble, parce que le regard que le Béninois porte d'abord sur l'écrivain, sur le livre, c'est que c'est un peu élitiste, c'est que c'est réservé à un groupe de personnes données, et puis, bon, voilà, ils écrivent, c'est les livres et tout ça, alors que tout le monde devrait lire. Voyez-vous? Donc, moi, je dirais que c'est un ensemble. Et quand vous apportez un livre, quand vous paraissez, on dit, mais il a écrit, qu'est-ce qu'il a écrit? Et tout de suite, on voit le coût. Et on évalue d'abord, on dit, bon, je prends un exemple, quand le livre coûte 5 000 ou bien 3 000 ou bien 10 000, on évalue déjà cela par rapport à combien de mesures de maïs on aurait dû acheter à la maison. Et puis, bon, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Bon, nous, on a reçu la mission d'écrire, et voilà. C'est une mission divine, tout simplement. D'accord. Entre-temps, Kofi Atede nous a rejoint. Kofi Atede, directeur des arts et du livre. Il est important de rappeler qu'avant votre nomination, que vous étiez le directeur général du site d'information culturelle Bénin Culture, et puis en même temps des éditions plurielles. Vous êtes le promoteur du concours national Plume Dorée, et grâce à vous, il y a eu une bonne pépinière de jeunes écrivains émergents. Vous aimez les belles lettres. Vous voir à la tête de cette direction aujourd'hui, c'est tout un plaisir pour tout le monde de la culture et surtout de la filière du livre. La première question qu'on a déjà posée aux autres et qu'il est important de vous poser en tant qu'acteur portant la voix de l'officiel aujourd'hui, comment se porte le livre de votre point de vue? Merci Serge. Je dirais qu'il faut savoir quelle est la partie du livre que vous souhaitez que nous regardions ensemble. Parce qu'il y a la création, il y a les écrivains, il y a l'édition, il y a la distribution, il y a la diffusion, il y a toute une... C'est toute la filière qui nous intéresse, de la création à la distribution, en passant par l'édition, l'impression et même la diffusion. Toute la chaîne. Mais il faut, pour apprécier toute la chaîne, il faut apprécier les maillons. Parce que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Quand je prends la création, Abalo Kokou Meragbe est là, il est le témoin de ce que nous avons une nouvelle génération de jeunes auteurs qui ont beaucoup de prétentions, mais également beaucoup de talent. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je me dis qu'il y a de la il y a une certaine ébullition au niveau de la création. Une véritable ébullition, il y a un amour pour la chose. Ouais. Il y a également un aspect que vous avez abordé tout à l'heure, c'est au niveau du contenu, de ce qui est proposé. Ouais.
Vous ne pouvez pas faire lire à un peuple une littérature qui ne lui ressemble pas. Des faits, des récits, des légendes à travers lesquelles ce peuple ne se retrouve pas. Et cette distance qu'on constate est due également à ce fait-là. Et donc, je pense que la nouvelle génération a compris et s'inspire de notre quotidien, pas spécialement parce que les autres ne le faisaient pas, mais je pense qu'on le fait davantage. Parce que si nous voulons que les gens lisent, il faut qu'on leur donne envie de lire. Et qu'on ne le veuille ou pas, c'est une logique de marché. Vous n'imposez pas au marché ce que vous voulez en tant qu'entrepreneur, vous donnez une réponse au marché en fonction de la demande, de ce que ce marché formule comme demande, comme besoin. Et quand on vient au niveau de l'édition, par exemple, au niveau de l'édition, il y a du travail à faire. Il y a un grand travail à faire. Déjà au niveau du travail éditorial, parce qu'on compartimente souvent la maison d'édition en deux grands volets. Il y a le travail éditorial, recevoir, traiter, concevoir une couverture, monter un livre, concevoir une charte graphique jusqu'à ce que le livre soit prêt en version numérique. Et quand on finit cet aspect, il y a la version fabrication. Et c'est là le grand problème. Vous savez, avec les logiciels, on peut faire des merveilles et avoir un beau livre à l'écran. Mais une fois que votre livre, très beau, sort de votre ordinateur, qu'il entre en fabrique, qu'il entre en atelier, la plupart du temps, ce qui revient n'est pas le reflet de ce que vous aviez rêvé, de ce que vous avez fait comme travail. Et c'est un grand chantier. Un grand chantier, la question est de savoir... Mais c'est la faute à qui si ça ne reflète pas ce que vous y avez mais c'est la faute au savoir-faire existant. Il y a un effort aujourd'hui. Depuis, je vais dire, 5 ans pour être ambitieux. Je pense qu'il y a un gros effort. Il y a quelques unités de production qui font des efforts pour pouvoir nous sortir des produits compétitifs. Parce que c'est ça l'enjeu. Lorsque vous quittez notre petit paradis béninois et que vous vous rendez par exemple à Casablanca, vous vous rendez à Alger, vous vous rendez à Abidjan à côté, à partir de demain, Lomé ouvre ses portes à l'international du livre. Et que vous voyez par exemple ce qui vient d'un peu partout, aussi à côté. Et que vous voyez le produit que vous apportez sur cette plateforme-là, parfois vous avez envie de le ranger. Et le souci, il est là, d'un côté. D'un autre côté, vous savez, en matière de filière livre, mais également en amour, comme je le dis souvent, c'est l'extérieur qui attire, et c'est l'intérieur qui retient. Un livre qui n'est pas beau, il ne donne pas envie à un lecteur de l'acheter. Et c'est tout l'enjeu au niveau de compétitivité, beauté. Et quand vous quittez là, vous quittez cet aspect, vous arrivez à la distribution, à la diffusion. C'est là où il y a ce qu'on appelle le vrai désert. Je ne compléterai pas, mais il y a un vrai désert. Il n'y a pas de Béninois qui se soit engagé véritablement dans la distribution et la diffusion de nos produits. Vous savez ce que font les libraires? Ce n'est qu'une partie de la chaîne de distribution. Les libraires ne représentent qu'en réalité que le front office de tout ce qui se fait. Tout le travail qu'il y a derrière, normalement, le catalogue d'un éditeur est arrimé à l'ambition d'un distributeur. Un distributeur influe véritablement sur le travail de l'éditeur, sur le plan commercial. L'idéal, et c'est ce qui se passe dans la plupart des pays où le travail a été fait depuis longtemps et aujourd'hui ils en récoltent les fruits, lorsqu'un éditeur il a fini et que le stock il arrive, en réalité, une grande partie de son travail est terminée. L'éditeur n'a pas vocation à se mettre dans les circuits de distribution et tout ça. Non. Chacun doit rester dans son sillage. Et c'est en ça qu'il est important que nos concitoyens, les entrepreneurs culturels notamment, comprennent que la chaîne de la distribution littéraire au Bénin, l'industrie du livre, a besoin de ce maillon-là. Et s'il y a des gens qui ont envie de s'investir dans ce champ, alors pour faire peut-être du marketing pour ce corps de métier, je dirais qu'il n'y a pas de prise de risque. Vous ne prenez pas de risque pour choisir un manuscrit, vous n'investissez pas grand-chose. Tout ce que vous avez, c'est le plaisir de placer des produits et d'avoir une marge que vous vous faites. Et donc j'incite les amis et entrepreneurs culturels à venir vers ce maillon de la chaîne pour pouvoir alléger un peu la tâche aux éditeurs. Parce qu'un éditeur qui s'occupe de la distribution, c'est un éditeur qui ne s'occupe pas suffisamment de la chaîne de production éditoriale. Sauf que, M. Atelier, vous ne répondez pas de façon explicite à la question. Vous, en tant que porte-voix officielle aujourd'hui, la filière du livre va-t-elle mal ou non? La filière du livre que vous voyez aujourd'hui, peut-être si vous dites que, si vous posez la question, c'est que vous avez des inquiétudes. Ce que nous avons aujourd'hui, ça ne date pas de 10 ans, ça ne date pas de 15 ans. C'est, je ne vais pas dire l'échec, mais
peut-être une mauvaise appréciation de ce qu'il faut faire en tenant compte de notre environnement. C'est ça qui nous conduit à une situation où tout le monde se pose la question de savoir où est l'État. Mais je vais vous dire une chose. Dites-nous. Je vais vous la dire, justement. Oui, allez-y. L'État n'a pas vocation à tout faire. Moi, je viens du privé. Je suis un acteur du privé. Et ce que j'ai fait dans le privé, je l'ai fait avec l'appui de l'État, mais je l'ai fait également avec l'appui de beaucoup de partenaires privés et des partenaires institutionnels. Et quand je demande par exemple à des entrepreneurs culturels d'investir le champ de la distribution, en fait, c'est une chose qui participe justement à la vie et la vitalité et à la réussite qu'on pourrait attribuer à un secteur comme celui-là. Donc dire tout de go, ça va bien ou ça va mal, je pense que ce serait très réducteur, ce serait un raccourci dangereux que de dire aujourd'hui le secteur se porte très bien ou de dire il se porte très mal. Le dire que ça se porte très mal, c'est ne pas reconnaître l'effort de tous les acteurs qui se battent jour et nuit. Alors, quel est le juste milieu que vous choisissez? Moi, je pense que le secteur a de l'ambition et a du potentiel. D'accord. Et il faut travailler à justement le faire connaître, le faire voir. Oui. C'est ce que nous faisons. De toutes les façons, on retiendra que lorsqu'on change de position aussi, il faut... Ça peut se comprendre. Mais en même temps, j'ai une question pour vous. Distribution, diffusion, presque en agonie. Vous l'avez dit, c'est là le gros désert. Êtes-vous prêt, vous, à investir ce maillon? Absolument. Aujourd'hui? Oui. D'accord. Et j'irai plus loin. Ouais. J'ai déjà fait un travail avec les éditeurs en leur demandant de mener une réflexion dans ce sens. Parce que c'est vide. Et si c'est vide, il faut trouver une solution. Et cette solution profite aux éditeurs. Et non, le discours, pour ce qui me concerne, ne dépend pas de la position. Ouais. Le discours... Il se teinte aussi des réalités que vous voyez quand vous arrivez à un certain niveau de la décision. Ouais. Et vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas tenir compte de ce que vous avez vu. Et vous devez tenir compte de ces éléments pour pouvoir argumenter. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas du blanc ou du noir. Il faut tenir compte des efforts, il faut tenir compte des ambitions, pas seulement du gouvernement. Monsieur Yamakou qui est ici fait un travail, par exemple, au niveau de l'Université d'Abomey-Calavi, en proposant une filière métier du livre. Ouais. C'est un effort. Si je dis que le secteur se porte très mal, comment il prendrait ça? C'est la même chose pour les écrivains. Et vous allez Mais vous, en tant que directeur, qu'est-ce que vous faites pour la promotion? C'est très facile de poser la question comme ça. Qu'est-ce que nous faisons pour la promotion? Oui, vous. Mais il y a beaucoup de choses à faire pour la promotion. Parce que depuis, vous faites juste un état des lieux de façon générale. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire que nous faisons un état des lieux. Vous savez, on peut pas bâtir sur une fondation qui n'est pas solide. On ne peut pas bâtir sur une fondation qui n'est pas solide. Lorsque j'ai décrit tout à l'heure la chaîne du livre, vous pensez qu'on peut partir d'où? On peut partir de quel maillon de la chaîne pour construire quelque chose de solide? De mon point de vue, je l'ai défendu dans tous les cercles où j'ai été interrogé sur la question. Et je pense qu'il faut commencer par les éditeurs. Parce qu'ils sont au cœur de la chaîne. C'est autour d'eux que tout se tourne. Et c'est ce travail que nous faisons depuis plusieurs mois. Les mettre ensemble, définir les priorités, savoir comment nous allons ensemble. Parce que quand vous voulez parler à un auteur, normalement, vous passez par son éditeur. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Même en termes d'accès au financement, qu'est-ce qui se passe? Un auteur est capable d'aller capter des financements publics. Lui tout seul. Lui tout seul. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait de ce financement? Et ce sont là les enjeux. Est-ce qu'on irait voir un libraire pour lui parler de comment on édite un livre? Non. Est-ce qu'on irait voir un distributeur pour lui parler de comment on édite un livre? Non. Il faut parler avec les éditeurs parce qu'ils sont au cœur du maillon. Et ce travail-là, je vous assure, ce n'est pas un travail aisé parce que quand vous avez 15 éditeurs, vous avez 15 intérêts, vous avez 15 façons de voir les choses, vous avez 15 sensibilités, c'est difficile à concilier. Il faut concilier. Mais je peux vous assurer que nous, par rapport à ce qui est notre mission, nous la faisons au quotidien. Peut-être que demain, quand je passerai de l'autre côté, mon langage sera celui de l'éditeur, mais un langage teinté toujours de ce que j'ai vu de l'autre côté. Ouais, voilà. D'accord. Alors, Dieudonné Yamakou, qu'est-ce qui peut faire qu'aujourd'hui, beaucoup n'investissent pas ces maillons faibles que sont la distribution, la diffusion? Qu'est-ce qui l'explique selon vous? Je pense que ce n'est pas seulement dans le domaine du livre, hein, parce que quand vous voyez le gouvernement soutient la production agricole, etc. Ouais. Mais le riz béninois, il est vendu où? Vous voyez, on peut poser la question. Ouais, ouais. Donc, le nerf de la guerre, c'est la distribution. Nous devons avoir des structures de distribution. Et pour le livre, c'est capital. Parce que cela ne sert à rien que des écrivains passent des années à écrire des livres, que des éditeurs
les accompagne, sorte ces livres, et que ces livres ne se vendent pas, ne soient présents nulle part. Même si, et puis il y a un autre maillon de la chaîne dont on n'a pas parlé, c'est la presse, les critiques littéraires. Ils doivent accompagner les productions des écrivains, des éditeurs. Et donc, si le livre sort, la presse en parle, et que le public n'a pas accès au livre, c'est justement parce qu'il n'y a pas, il y a ce désert-là, il n'y a pas de distributeur. Maintenant, le problème est le suivant. Moi, ça fait partie de mon diagnostic. J'ai une maison d'édition qui fonctionne en France depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Donc j'ai été confronté là-bas à la question de la diffusion du livre, à la question de la distribution de livres. Sur place au Bénin, depuis 3 ans, j'observe et je me suis rendu compte que nous n'avons pas de distributeur local. Déjà, bon, je le constatais, les livres des auteurs que je publiais en Europe, je ne pouvais pas les distribuer au Bénin. Il fallait que je contacte les libraires directement. Donc, mais quand vous allez à la banque, avec un projet d'une structure de distribution, par exemple, le banquier vous dit, lui, il ne connaît pas votre secteur du livre, et donc il ne peut pas vous soutenir. Il vous demande de faire votre expérience, de revenir le voir au bout de 10 ans de bilan pour qu'il analyse cela et voit si c'est intéressant. D'où l'importance des pouvoirs... Rien du tout. D'où l'importance des pouvoirs publics. L'importance des pouvoirs publics. Qu'il faut qu'il y ait un investissement important dans ce domaine. Surtout, on n'a pas besoin d'avoir 10 grands distributeurs au niveau Bénin. Non. Un grand distributeur ou 2, cela suffirait. Non seulement pour le Bénin, mais pour la sous-région. Parce que le rôle du distributeur, ce n'est pas seulement aussi de rendre le livre béninois accessible aux Béninois, mais aussi d'exporter le livre béninois. Et dans la sous-région déjà, on a le Nigeria voisin, fait traduire les livres. Il y a aussi un public qui lit en français au Nigeria. Et puis, tous les pays voisins. Le Togo, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, etc. Et donc, ça, c'est le problème. Pourtant, c'est le secteur le plus rentable. Là aussi, il y a l'interrogation. C'est le secteur le plus rentable. Mais il y a aussi un autre problème, c'est que nous n'avons pas de librairie. On a très peu de librairies, à part Cotonou qui est bien loti. Et encore, on a perdu la librairie Buffalo. Buffalo a fermé. J'espère qu'ils vont... voilà. Et on n'a même pas de bibliothèque également. Oui, là, Madame Baguidi, la librairie Notre-Dame, me disait de dire un mot justement aussi sur le secteur de la librairie. La difficulté qu'ils ont. Un libraire, pour s'installer, il doit être dans un quartier populaire, où il y a du passage, où il y a du monde. Mais ces quartiers-là sont les quartiers les plus chers en matière de location. Donc, si vous n'avez pas de soutien bancaire, il faut trouver l'argent pour avoir cet espace-là. Il faut tenir pendant des années. Et avec une population qui ne lit pas, qui ne vient pas acheter le livre. Donc, on a besoin d'un soutien aussi dans ce secteur pour qu'on ait des librairies de référence dans chaque ville du Bénin. Voilà. Et là, ça permet, quand un auteur sort un livre, son éditeur et lui sont en mesure, avec le distributeur et les libraires, de mettre le livre mais au moins dans 15 villes du Bénin immédiatement, et l'auteur fait une tournée dans toutes ces villes-là, rencontrer les populations, les lecteurs. Et cela ne peut se faire sans le pouvoir public. Non, dans un premier temps, cela ne peut pas se faire sans les pouvoirs publics. Mais il suffit d'un accompagnement financier des pouvoirs publics. Ça peut être, le gouvernement parle souvent de partenariat public-privé. S'il faut 200 millions de francs pour mettre en place une grande société de distribution, que l'État mette la moitié ou les 2/3 à la disposition et que des acteurs professionnels ou qu'on va former entrent dans ce secteur, investissent, et puis l'État progressivement se retirera une fois que ce sera mis en place. Une question pour vous qui êtes jeunes auteurs tout de même. Est-ce qu'on peut effectuer son métier d'écrivain et réussir à en vivre? Qui prend la main? Je dirais tout de suite, pas vraiment. En tout cas, pas au Bénin pour l'instant. On ne peut pas vivre en fait de cette filière. On peut, mais pas pour l'instant. D'accord. Non, selon moi. Kokou Medagbe dirait pareil? On peut en vivre. Moi, je suis auteur tout court. Je ne suis pas jeune auteur, je suis auteur. Moi, je crois que... je suis d'accord avec vous. Oui. On peut vivre de son art. On peut vivre de son art, on peut vivre en tant qu'écrivain, on peut bien vivre. Moi, j'écris. Aujourd'hui, je suis plus dans le secteur et je vis, j'ai une famille, j'ai des enfants. Donc, on peut en vivre. Ça dépend de la politique que l'on met en place. Et je vais essayer de... Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'écrivain africain. Oui. Et je me veux porte-voix de ces écrivains pour dire que nous avons des difficultés. Parce que, d'abord, au niveau de l'édition, aucune maison d'édition aujourd'hui, enfin, pas que je sache, n'édite plus à compte d'éditeur.
c'est l'auteur lui-même qui va écrire, il va s'échiner à écrire, il va chercher l'argent pour publier son ouvrage. Et maintenant, la distribution, là, ça pose aussi problème.